We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Charles Carskadon, c'est le nom du mec. 40 ans, ouvrier de rodéo à temps partiel, l'œil lubrique, les dents jaunies par la clope et le sourire de travers. Dès qu'Aileen l'a vu s'approcher à bord de son pick-up et ouvrir sa fenêtre pour l'aborder, elle a su. Ce serait sa prochaine victime. Son second meurtre. Aileen reconnaît les monstres en un coup d'œil. Et lui, c'en est un beau, un magnifique. Elle monte dans son pick-up, accepte de se laisser emporter jusqu'à une plage déserte et d'Etona. Puis, lorsque Charles Carskadon défait la boucle de sa ceinture pour baisser son pantalon, elle sort son calibre 22. L'homme se pétrifie aussitôt, ahuri et livide. C'est le moment qu'Aileen préfère, lorsque sa victime se sent vulnérable, impuissante et condamnée. C'est un sentiment qu'Aileen a éprouvé tant de fois tandis que ses clients l'humiliaient. Elle ouvre le feu. 3 balles pour commencer. 1 dans le ventre et 2 dans la tête. Puis, après une courte pause, humant avec délice le parfum de plomb qui plane dans l'air, elle se défoule en tirant 6 autres balles sur sa victime. Le soir même, dans un commissariat de Volusia, le détective Larry Orzepa broie du noir. 6 mois se sont écoulés depuis le meurtre de Richard Mallory. Mais depuis qu'on a trouvé le corps, l'enquête piétine. Le tueur est rusé. Il a effacé ses empreintes, puis abandonné la voiture loin du cadavre, histoire de brouiller les pistes. C'est un casse-tête. Comment trouver un coupable qui ne laisse aucune trace? Il faut qu'il récidive. Larry déteste avoir ce genre de pensée, mais il se surprend à espérer de nouveaux meurtres pour obtenir plus d'indices. « 24 heures plus tard, Aileen repère une nouvelle victime. Après avoir tué Charles Carskadon et caché son cadavre, elle brûle d'envie de recommencer. Pourquoi attendre? Ce soir-là, elle grimpe à bord d'une camionnette appartenant à un certain David Spears, 43 ans. Un client banal. Pas une mauvaise gueule, mais un portefeuille bien épais qui dépasse d'une poche à sa chemise. Celui-ci, Aileen le tuera pour le fric. Elle a besoin d'argent. À peine David Spears a-t-il garé sa camionnette en bordure de l'autoroute qu'Aileen lui tire 6 balles dans le corps. Le conducteur tressaute sous les impacts. Durant toute la scène, Aileen ne bronche pas. Son visage impassible ne trahit aucune émotion. 1er juin 1990. Le détective Larry Orzepa somnole à son bureau lorsqu'il est réveillé par un coup de téléphone. Au bout de la ligne, ses hommes l'avertissent qu'on vient de trouver un corps. Un certain David Spears, criblé de balles et dénudé près de sa voiture. Les agents précisent que l'affaire risque d'intéresser Larry, car elle présente des similitudes avec le meurtre de Richard Mallory. Le détective Orzepa raccroche avec un large sourire. Bingo! Son souhait s'est réalisé. Le tueur a récidivé. Larry enfile son manteau, plonge dans sa voiture et fonce en direction de la scène du crime. Cette fois, il en est sûr. L'enquête vient de démarrer.
Larry Orzepa laisse échapper un juron. Et merde! Pas d'empreinte. Ses équipes ont fouillé la camionnette de fond en comble. Le tueur avait tout nettoyé, encore une fois. Le cadavre du conducteur, trouvé plus loin dans les sous-bois, n'a pas donné plus d'indices. Ses papiers d'identité se trouvaient dans le tableau de bord. Il s'appelle David Spears, ouvrier du bâtiment à Winter Garden. Le corps a reçu 6 impacts de balles d'un calibre 22, identique à l'arme qui a tué Richard Mallory. Même revolver, même façon de nettoyer les empreintes. Et là encore, la victime a été dépouillée de son argent. Larry en est convaincu. Il s'agit du même tueur. On analyse rapidement le dossier de la victime. David Spears n'a ni antécédent, ni casier judiciaire. Eileen est extatique. De retour dans la chambre du motel qu'elle partage avec Tyria, elle expose les liasses de billets, les bagues et les colliers en or qu'elle a dérobés à ses victimes. Elle jubile. Elle a pris à ses fumiers leur dignité et leur argent. D'une pierre deux coups. Se venger des hommes et se remplir les poches au passage. Une victoire totale. Mais face à une telle allégresse, sa compagne Tyria ne peut dissimuler sa terreur. Elle supplie Eileen d'arrêter. Elle tente de la raisonner. Les choses vont trop loin. Il faut cesser les tueries et se rendre à la police. Eileen ne l'écoute pas. Se rendre ? Quelle idée ? Les flics ne la trouveront jamais. Et puis, tuer un homme est tellement plus facile qu'on l'imagine. Il ne faut pas arrêter. Il faut accélérer. « 6 juin 1990. On a trouvé un nouveau corps. Celui d'un dénommé Charles Carskadon. Le cadavre gisait sur une plage à plusieurs kilomètres d'un pick-up abandonné, dans le comté de Pasco. La victime avait le pantalon baissé sur les chevilles et le corps transpercé de 9 balles d'un calibre 22. Charles Carskadon était ouvrier de rodéo et venait juste de se fiancer. Amer, le détective Orzepa devine déjà la conclusion avant que ses hommes n'aient besoin de la formuler. On n'a relevé aucune empreinte à bord du véhicule. Il pousse d'étonnants gargouillis. En tout cas, ce sont des bruits qu'Eileen n'avait encore jamais entendus. Elle observe avec curiosité le visage affolé de Peter Sims, tandis que celui-ci s'étouffe dans son propre sang en la regardant dans les yeux. Elle vient de lui tirer 5 balles dans le ventre. Peter Sims est sa dernière victime en date. Lorsqu'il a proposé à Eileen de monter dans sa Cadillac, il ignorait qu'1 heure plus tard, il s'étranglerait dans sa propre hémoglobine face à une prostituée au regard amusé. Eileen en est désormais à son 4e meurtre. D'humeur maussade, Larry Orzepa tente de faire le compte. De quoi est-il sûr ? Numéro 1, toutes les victimes ont été abattues par un calibre 22, c'est-à-dire une arme discrète et de petite taille. Numéro 2, à chaque fois, le corps était disposé hors du véhicule. Numéro 3, il n'y a ni témoin, ni empreinte. Numéro 4, toutes les victimes sont des hommes, entre 40 et 50 ans. Et enfin, numéro 5, l'élément le plus intrigant de tous, on n'a trouvé aucun signe de lutte sur les cadavres. Aucune marque, aucun coup, comme si les victimes avaient été surprises par le tueur. Larry se masse les tempes pour y réfléchir. Il doit y avoir un point commun entre tous ces indices. Mais lequel ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. We took it all.
we brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. « 4 juillet 1990. Un accident de la route à Orange Springs. Eileen et Tyria sont à bord d'une voiture en pleine campagne lorsque l'incident se produit. Tyria négocie mal un virage. Leur véhicule fait une embardée. Il effectue une série de tonneaux puis s'écrase dans un fossé. Les deux femmes sortent de la carcasse, sonnées mais indemnes. Une voisine a aperçu l'accident depuis sa fenêtre. Inquiète, elle sort et se précipite vers les deux victimes pour s'assurer qu'elles n'ont rien. Mais l'une des femmes, une grande blonde au regard féroce, lui hurle de se mêler de ses affaires et de foutre le camp. Si Eileen est dans un tel état de colère, c'est parce qu'elle a commis une erreur. La voiture qui gît dans le fossé appartient à Peter Sims. Après avoir tué cet homme quelques semaines plus tôt, Eileen a décidé de voler sa Cadillac. Quelle idiote! Maintenant, elle s'en mord les doigts. Si les flics trouvent la bagnole, ils feront le rapprochement avec elle. Alors, d'instinct, elle se rue sur la Cadillac, arrache la plaque d'immatriculation qu'elle jette dans les buissons, puis saisit Tyria par le bras et s'enfuit en courant. Une heure plus tard, la police se rend sur les lieux de l'accident. Bien entendu, on découvre vite la plaque d'immatriculation dans les buissons. La voiture appartient à un homme porté disparu depuis 3 semaines. Un missionnaire de 50 ans nommé Peter Sims. En entendant parler de l'affaire, Larry Orzepa fait aussitôt le rapprochement. Un individu de 50 ans, sexe masculin, porté disparu dans la région où se sont produits les autres meurtres. Et s'il s'agissait d'une nouvelle victime du tueur qu'il traque? D'ailleurs, cette fois, on a un témoin. Une voisine prétend avoir vu les coupables. Il s'agirait de 2 femmes. La première était grande, blonde avec des cheveux raides, la trentaine. La seconde, jeune, brune, petite, avec une casquette. En entendant cette description, Larry Orzepa est abasourdi. Il n'en revient pas. Des femmes tueuses en série? Impossible. En 20 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. L'idée même que son coupable puisse être une femme ne lui avait jamais effleuré l'esprit. Mais déjà, une autre surprise l'attend. Dans la Cadillac, on a trouvé des traces ensanglantées sur la portière intérieure. 2 empreintes digitales. Pendant ce temps, les fugitives sont retournées à Daytona Beach. Tyria vit désormais dans un état de frayeur permanent. Elle n'est plus amoureuse de sa compagne, elle en a peur. Elle redoute ce qu'Eileen pourrait lui faire si elle tentait de s'enfuir ou d'alerter la police. De son côté, Eileen éprouve un bonheur indicible. Les flics ne lui ont toujours pas mis la main dessus. Elle peut continuer à tuer. Le 31 juillet, en fin de soirée, elle fait la connaissance d'un client nommé Troy Burress, qu'elle assassine de 2 balles dans la tête. Échec total. Larry Orzepa est consterné. Il a exigé qu'on diffuse le portrait robot des 2 femmes, d'après le témoignage fait par la voisine. L'annonce a été publiée dans un journal local, mais sans résultat. Personne n'a pu identifier les coupables. Quant aux empreintes trouvées dans la voiture, elles n'ont rien donné. En ce début des années 90, l'informatique en est à ses balbutiements. Toutes les empreintes ne sont pas encore répertoriées dans l'ordinateur. Aussi faut-il comparer une à une, à la loupe, avec une patience infinie, toutes les fiches cartonnées recensant les empreintes de la police. Un travail titanesque, qui risque de prendre des mois.
Les meurtres s'enchaînent à un rythme effréné. 11 septembre 1990. Eileen assassine un autre client, Charles Humphreys, 56 ans. Elle lui fourre 4 balles dans le torse, puis 2 dans la tête. Son portefeuille est plein à craquer. Eileen est aux anges. Tout en traînant le corps de sa victime hors de la voiture, elle s'interroge avec enthousiasme. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de tueurs en série sur Terre, étant donné l'incompétence de la police et la facilité avec laquelle on peut tuer un homme ? Fin 1990. Les découvertes se multiplient. 2 nouveaux corps sont trouvés par la police. Le premier appartient à un certain Troy Burress, vendeur de saucisses à Ocala. Son cadavre gisait en pleine forêt dans le comté de Marion. Au bord de sa voiture, on a trouvé un préservatif sur le tapis de sol. Le deuxième corps, repéré le 12 septembre 1990, appartient à Charles Humphreys, un ancien chef de la police à la retraite. Il était entièrement nu et criblé de 6 balles d'un revolver calibre 22. Coup de tonnerre dans la vie d'Eileen. Cette fois, Tyria a foutu le camp. Elle a fait ses valises, l'a supplié de ne pas lui faire de mal et de la laisser s'en aller. Puis elle est partie rejoindre ses parents dans le nord, en Pennsylvanie. Eileen n'a pas trouvé la force de l'en empêcher. Anéantie par ce départ, elle se rend le soir même sur une bretelle d'autoroute à la recherche d'une nouvelle proie. Un client sur lequel elle pourra déverser toute la frustration et la rage qui la submerge. Illumination. Un soir, tandis qu'il ressasse tous les indices dont il dispose, Larry Orzepa est soudain frappé d'une intuition. Et aussitôt, tout lui apparaît avec clarté. C'est une prostituée. Larry tape du poing sur son bureau. Évidemment qu'il s'agit d'une prostituée. Voilà pourquoi les victimes ont fait monter la tueuse dans leur voiture sans se méfier et sans se défendre. Voilà pourquoi Charles Carskadon avait le pantalon baissé sur les chevilles et pourquoi on a trouvé un préservatif ouvert dans la voiture de Troy Burress. Idem pour l'arme du crime. Un revolver de petite taille, facile à dissimuler dans un sac à main pour femme. Tout concorde. Grisé par cette découverte, Larry accentue la traque. Il ordonne qu'on diffuse le portrait robot des 2 femmes encore plus largement, cette fois à travers toute la Floride, dans la presse papier, mais aussi au journal télévisé. Et le résultat ne se fait pas attendre. Pour la première fois, des témoins contactent la police. On aurait aperçu les 2 femmes dans un hôtel près de Daytona Beach, le Fairview Motel. Larry réunit ses hommes et s'y rend immédiatement. C'est un meurtre sans surprise. Un de plus. Désormais, Eileen ne ressent plus de satisfaction quand elle ôte la vie. Son esprit est vide, tandis qu'elle dépouille le corps de Walter Geno Antonio, un routier de 62 ans qu'elle vient d'assassiner à bord de son camion. Son esprit ne pense qu'à Tyria. Elle l'a perdue à jamais. Tout le reste est devenu fade, inerte, sans goût et sans espoir. Fairview Motel, novembre 1990. Larry se rend dans l'établissement où les 2 femmes auraient été aperçues. Malheureusement, à son arrivée, le tenancier lui explique qu'elles sont parties depuis plusieurs jours. Au registre, l'une d'elles a signé au nom de Camille March Green. Bien entendu, c'est une fausse identité, et la police n'a aucun dossier correspondant à ce nom. À l'instant où il quitte le motel, Larry reçoit un appel de ses collègues. On vient de trouver une autre victime. Walter Geno Antonio, assassiné près d'une route forestière dans le comté de Dixie. Son cadavre,
fiché de 4 balles, portait encore les marques de bronzage de ses bagues fraîchement dérobées. Alors tout à coup, Larry se frappe la tête et pousse un cri. Seconde révélation, comment a-t-il pu être aussi idiot ? Bagues, bracelets, colliers. Elle revend forcément les objets volés. Il faut chercher auprès des prêteurs sur gages de Floride. Tout simplement. Eileen voit trouble. Accoudée au comptoir de son bar favori, The Last Resort, elle s'enivre en tentant d'oublier Tyria. L'argent de ses victimes, elle le dépense maintenant dans l'alcool. L'alcool lui permet de se détruire. Se détruire lui permet d'oublier. Et elle voudrait tant tout oublier. Victoire. Larry ne revient pas. Sur un coup de poker, il a demandé à ses hommes de chercher si le nom de Cammy Green ressortait chez les prêteurs sur gages de Floride. Et ça a fonctionné. Un prêteur affirme avoir acheté des bijoux à une certaine Cammy Green. En découvrant la liste des objets vendus, Larry n'en croit pas ses yeux. Il s'agit de tous ceux des victimes. Et un autre miracle se produit. Cette Cammy Green a laissé une empreinte de pouce sur l'un des bons de commande qu'elle a signé. On la compare avec les empreintes trouvées dans la Cadillac de Peter Sims. Elles sont identiques. Moins d'une semaine après cette découverte, les agents chargés d'analyser les fiches cartonnées des empreintes contactent Larry Erzepa. Ils ont trouvé. Ça y est. Un travail colossal qui a porté ses fruits. Les empreintes sont celles d'une femme connue des services de police. Arrêtée pour port illégal d'un calibre 22 et braquage d'un night shop en 1981. Elle s'appelle Eileen Wuornos. Et c'est une prostituée. Et d'après des témoins qui prétendent la connaître, elle fréquenterait régulièrement un bar malfamé appelé The Last Resort. Cette fois, Larry en est convaincu. Ils n'ont plus qu'à l'accueillir.